mardi 7 juillet. J'ai fini ce week-end Nous qui avons connu Solange de Marie Varey et j'avoue que je commence à beaucoup aimer cette autrice. J'ai lu de sa part La dernière allumette. Alors, j'avais lu Ainsi gèlent les bulles de savon et j'en garde aucun souvenir. C'est embêtant. C'est embêtant. Et je crois que c'est tout ce que j'ai lu d'elle, ce qui est pas mal d'ailleurs. Voilà. Donc l'histoire, en fait, on va suivre essentiellement Célestine qui vit en Corrèze et on la suit quand elle est enfant. Elle est fille d'agriculteur, surtout sa mère. Oui, non. Surtout sa mère, oui, parce qu'après elle a un beau-père. Son père à elle est mort pendant la guerre, pendant la première guerre. Donc elle n'a pas connu son père et sa mère a certaines ambitions par rapport à la ferme qu'elle a, etc. Et elle finit par se marier avec un autre agriculteur, histoire d'agrandir ses terres. Il va s'avérer que cet homme n'est pas si gentil, qu'il a un petit problème de boisson, hein, et des choses qui vont en découler. Elle va devenir la grande sœur de jumeaux. Je ne sais plus leur prénom. Louis, Lucien, et un Lucien. Bref. Et ensuite d'une petite sœur qu'elle va devoir en fait éduquer puisque sa mère va mourir avec l'accouchement, juste après l'accouchement. Donc du coup les grandes ambitions de sa mère, c'est foiré. Les grandes ambitions de Célestine, c'est foiré aussi. Du coup on va avoir toute l'histoire de Célestine et ce qui va se passer par rapport à sa petite sœur Solange. On va suivre du coup, l'histoire est écrite par rapport à Célestine essentiellement par Solange via ses écrits. Solange écrivait beaucoup à Jeanne. Donc on va avoir aussi l'histoire par rapport à Jeanne. Et on va finir du coup avec la petite fille. Oui, la petite fille. Je suis en train de chercher là, je me perds. Celle qu'on peut considérer comme la petite fille de Célestine. Je m'arrête là par rapport à l'histoire, parce que c'est dense. C'est une histoire que je trouve assez dure. On va suivre aussi l'évolution des droits des femmes, de la vie des femmes dans la paysannerie, dans l'agriculture. Donc, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, parce que ça va engendrer aussi sur la famille de Célestine. Je cherche sans... ce qu'on peut dire sans spoiler non plus. Oui, la place de la femme en fait dans la société française du XXe siècle, pardon. Toute son évolution, parce qu'effectivement, Célestine, il n'y avait pas beaucoup de choix quand elle était enfant. Le décès de sa mère fait qu'elle n'a pas eu de choix, mais qu'après, voilà, elle a fait des choses dans sa vie qui ont engendré certaines choses, que tout ce que j'ai du mal. Que nos actes ont des conséquences, mais aussi les actes des autres peuvent avoir des conséquences sur notre propre vie. Le décès de sa mère va engendrer un grand chamboulement pour elle, puisqu'elle va devoir arrêter ses études pour s'occuper de sa petite sœur qui vient de naître et puis de ses frères. Elle aurait pu détester sa sœur pour ça, elle aurait pu détester tout un tas de monde, et non, elle a pris à bras le corps son rôle, et voilà, il y a tout ce qu'il y a derrière, ses choix de vie. Je trouve ça très intéressant. Je crois qu'elle le dit au départ, elle parle justement de ses conséquences, mais elle a 107 ans, hein. Donc il y a de quoi raconter quand même. Donc, la vie de Célestine est utilisée pour parler justement du droit des femmes, de l'évolution de la vision qu'on a de la femme dans la société, dans ce siècle-là. Je trouve ça très intéressant, c'est très dense, on aborde quand même beaucoup de choses. Le droit de vote, le droit des femmes à s'habiller comme elles veulent, le droit des femmes à pouvoir choisir leur mari, le droit des femmes à un tas de choses en fait. Et c'est ça qui est sous-jacent à l'histoire de Célestine. Célestine a une vie pas facile. Moi je trouve que c'était une vie pas facile. Mais à la fois belle en même temps parce qu'elle a rencontré des personnes magnifiques aussi dans sa vie, malgré tout, malgré les difficultés, malgré
malgré ce qu'on a pu lui imposer. Bref, j'ai beaucoup aimé, je lirai avec plaisir d'autres livres de Marie Varey, même si je n'ai aucun souvenir. Ou alors, peut-être que ainsi, Michel les bulles de savon, c'est pas celui avec la femme enceinte? Non, je confonds. Ça, c'était avec Part avec lui, de Agnès Ledig. Oh, j'ai plus de souvenirs. Je sais que je l'ai lu. Hein. Bref, je ne sais plus. Mais je l'ai lu, c'est sûr. Et je suis en train de lire Delphine de Vigan. Hier, j'ai pas du tout lu, donc j'ai pas avancé, mais j'ai commencé dimanche. Ouais, dimanche, parce que l'autre, je l'ai fini samedi. Donc voilà, j'en suis à la page 176 sur 364. Je trouve que c'est bien. Je vais lire encore un petit peu aujourd'hui. Ensuite, profiter de la piscine. Et j'ai un rendez-vous ce soir. Voilà, voilà. Hello, on est dimanche 12 juillet et du coup, j'ai 2 chroniques à faire. J'ai lu Les enfants sont rois de Delphine de Vigan. Alors, pour le coup, l'histoire, c'est Mélanie qui... Je vais ouvrir la fenêtre avant, ce sera mieux. Et c'est refermé parce qu'il y avait un petit courant d'air, mais je la rouvre parce qu'il y a un peu 33 degrés dans la maison. Oui, donc Delphine de Vigan, Les enfants sont rois, qui faisait partie de ma... Mais en fait, les deux faisaient partie de ma palle de l'été. En vrai, il devrait pas s'y trouver. Celui-là, je l'ai acheté il n'y a pas très très longtemps à 1,49 €. Je vais les mettre en vente à 1 €, hein, parce qu'il ne faut pas déconner avec les frais de port, tout ça. Donc, on va suivre Mélanie, qui est en fait... comment dire? Ouais, ce qui est marqué derrière est très bien. Qui a grandi dans le culte de la télé-réalité et qui n'a qu'une idée de devenir célèbre. Donc, elle a fait une apparition à l'écran dans une émission, je crois qu'elle a réellement existé. Comment c'était le nom? Où les gens se rencontraient dans le noir. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bon, bref, c'était une émission où on devait se rencontrer dans le noir, rencontrer quelqu'un et devenir un couple. Et elle s'est fait virer assez rapidement de cette émission. Et par la suite, eh ben, elle s'est mariée, elle a eu des enfants et elle a décidé de créer une chaîne YouTube avec des unboxings, des trucs comme ça, et de mettre en avant ses enfants. À la base, elle mettait en avant ses enfants et elle ensuite est apparue devant la caméra. Je veux dire, derrière, non, c'est elle qui tenait la caméra et qui filmait. Donc elle s'est retrouvée devant la caméra avec ses enfants Samy et Kimi. Et en fait, on va suivre la disparition de Kimi. Samy et Kimi étaient en train de jouer à une partie de cache-cache avec leurs copains en bas de leur immeuble. Et Kimi disparaît, elle a été enlevée jusqu'à ce que les parents reçoivent... Oh, la fenêtre crotte. Reçoivent une première lettre, puis une deuxième. Je ne vais pas en dire plus par rapport à l'histoire, mais pour le coup, on est des années Loft Story aux années 2030, marquées par le sacre des réseaux sociaux. Voilà. Donc en fait, l'histoire, ça fait beaucoup de... En fait, ça va être un petit peu une critique de la télé-réalité, de YouTube et de l'exposition des enfants, surtout de l'exposition des enfants, mais aussi l'exposition des personnes dans la télé-réalité, cette volonté de devenir célèbre et de... comment dire je trouve pas mes mots là. On va parler un peu de Loana, on va parler de l'île de la tentation. Alors rapidement, un type qui avait fait koh. Alors je ne sais pas s'il a réellement existé hein, pour le coup. koh, oui, mais le type dont on parle maintenant, non, je crois pas. Mais justement, ce que ça induit après pour les adultes, on va suivre Kimi, donc quand ils sont enfants, Kimi et Samy, mais surtout l'histoire de la disparition, etc. Et ensuite, on va les retrouver quand ils sont adultes. Quel impact, justement, cette exposition, cette surexposition a eu sur eux. Alors, ça ne dure pas non plus 150 pages, hein, parce que le livre est quand même assez court, je trouve. Un peu de 360 pages. C'est court que ça. Mais il se lit assez vite. On rentre dans l'histoire, on suit, parce qu'on a envie de savoir ce qui s'est passé pour cet enfant et quel impact, justement, cette exposition sur les réseaux sociaux a eu. Parce que cette maman, oui, elle a fait une chaîne YouTube, mais elle a aussi créé des comptes Instagram, etc. Ce qu'elle a mis derrière, les enjeux que ça a eu pour elle, en tant que maman, comment dire, aussi l'impact des marques qui justement utilisent ces familles pour leur faire des cadeaux, mais pas pour leur faire des cadeaux parce qu'en fait derrière il faut présenter ces cadeaux. Voilà, cette surconsommation. Mais il y a plein de choses derrière, j'ai trouvé ça assez intéressant. J'ai pas trouvé ça, comment dire,
si accusateur que ça. En fait, j'avais peur qu'on accuse vraiment les parents. Mais voilà. Moi, j'ai trouvé ça intéressant, ça se lit vite. Voilà. Et j'ai enchaîné avec le livre de ma fille, du coup, que j'ai tellement aimé que j'ai mis les autres livres dans ma wishlist pour ma liseuse. Parce que ça se finit en autre boudin, en fait, ça se finit pas, c'est marqué à suivre. Autant j'ai déjà eu des livres qui sont à suivre, oui, mais t'as une vraie fin, et du coup tu peux t'arrêter là. Là, je me dis, bah non, j'ai envie de connaître la suite, quoi. C'est horrible de laisser les gens comme ça. J'ai beaucoup aimé. Alors, ça m'a fait penser à c'est Sons of Anarchy, alors qu'il n'y a pas de rapport. Le seul rapport qu'il y a, c'est qu'en fait, c'est un gang qu'ils ont derrière Davidson et qu'ils ont des vestes en cuir avec écrit The Devil Sons et une tête de mort et tout ça. Voilà, c'est le seul rapport que j'ai trouvé avec Sons of Anarchy. On va suivre Avalon qui arrive donc pour faire son université, qui va être dans la même chambre qu'une jeune fille très intéressante aussi par occasion, mais qui n'est qu'un second rôle pour moi, qui s'appelle Lola et dont le frère fait partie d'un gang. Avalon va se retrouver à devoir aider ce gang. Il y a des révélations qui vont se faire. Et en fait, on finit ce tome 1 avec ces révélations. Et ces révélations vont forcément avoir un impact sur autre chose. Donc, on veut la suite. C'est pour ça que je dis, j'ai envie de connaître la suite. Il y a une histoire entre Avalon et un des types du gang. En fait, ils sont quand même attachants, mais ça touche. En fait, il y a plein de thèmes. Alors, je sais pas dans les autres tomes comment ça va être, mais dans ce thème, on va aussi retrouver la maladie, comment on fait avec une insuffisance cardiaque. Je pense pas que ce soit un spoil de dire qu'elle a une insuffisance cardiaque. Donc, il y a il y a tout ça derrière aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec cette maladie? Comment on la vit? Comment on fait avec les personnes qui sont autour? Euh, Du coup, il y a aussi quelque chose avec la drogue et l'alcool, parce que bah, quand on a une insuffisance cardiaque, bah, on n'est pas censé boire, fumer, etc. Donc, qu'est-ce que ça fait sur son corps? Euh, Parce qu'elle a quoi, 19 ans dans l'histoire? Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Oui, son rôle auprès de ce gang, comment elle en arrive là, et toute la manipulation qu'il y a derrière, parce que cette fille, en fait, t'as envie d'être copine avec elle et tu te dis, oh punaise, mais en fait, ils se sont servis d'elle pour ça, c'est pas cool. Et chaque truc, en fait, chaque chose, fait, tu te dis, mais non, c'est pas cool, tu es en train de bien les aimer, ces personnages, même s'ils font partie d'un gang, tu commences à bien les aimer, comme dans Sons of Anarchy, quoi. Moi, j'ai vu la série, j'aime pas plus que ça la série, je trouve qu'elle est pas du tout morale, mais tu t'accroches quand même à certains personnages, tu te dis, ah ouais, même s'il fait partie d'un gang, il est sympa. Tiens, lui, c'est la voix de la sagesse, lui, il est sympa, lui, il est mignon, tu trouves des trucs. Là, c'est pareil, tu as un certain affect avec ces personnages, et tout ça pour dire à plusieurs endroits, tu dis, mais en fait, ils l'ont manipulé. Et d'accord, je comprends le pourquoi, mais c'est pas cool en fait. Et qu'est-ce qu'elle va en faire? Qu'est-ce qui va lui arriver? Elle est super gentille avec eux, elle est sympa, elle les aide alors qu'elle pourrait les laisser tomber, elle pourrait les dénoncer à la police, etc. Et même s'il y a une histoire derrière qui impacte elle, parce que c'est son histoire à elle en fait, bah merde en fait, il la manipule. Et c'est chiant en fait, tu te dis, ah mais non, mais ils sont sympas avec elle, ils la défendent, machin. Et en même temps, il la manipule, c'est pas cool. Quoi, je sais pas comment dire. Mais moi, c'est l'impression que ça m'a fait. Du coup, j'ai envie d'avoir la fin parce qu'il n'y a pas de vraie fin en fait. T'as une. Je cherche le mot. T'as une explication, ok. Et t'es là, à suivre. Merde, à suivre. Voilà. Donc j'ai vraiment envie de le lire. Voilà, voilà, voilà. Et là, je suis partie dans un livre de la bibliothèque. Pourquoi je prends encore des livres à la bibliothèque alors que j'ai une palle immense? Le coût de la virilité. Il y avait d'autres livres, hein, comment finir avec les violences sexuelles et sexistes. Plusieurs livres, c'est le thème, a priori, en ce moment, à la bibliothèque. Donc, voilà. À suivre. Nous sommes mercredi 15 juillet, avant que je ne m'étouffe. J'ai fini hier Le coup de la virilité de Lucille Pétavin, ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes. Alors, autant dire que, en très résumé, il n'y a pas besoin de lire tout le livre en vrai. Les hommes représentent 96, on va arrondir 97% de la population carcérale. Ce sont les hommes qui sont responsables de la plupart des crimes et délits commis en France. Effectivement, quand c'est une femme, on en parle beaucoup plus parce que c'est un fait exceptionnel. Les femmes sont beaucoup moins violentes et commettent moins de crimes et délits que les hommes. Voilà, c'est un fait. Les chiffres sont là-dedans, hein, je ne pourrais pas les ressortir, mais très 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 fortement, il y a un tableau
Voilà, qui représente donc au total 95,2% des dépenses de l'État. Non, 95 milliards. C'est le calcul que l'autrice a fait. J'ai pas compris, c'est des équations. Je suis nulle en maths, hein, j'ai eu 4 au bac, donc on va pas compter sur moi pour expliquer les équations qu'elle a faites pour trouver ces résultats. Toujours est-il qu'il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour se douter que ça coûte cher, parce que entre le fait de payer des policiers, etc., des enquêteurs pour trouver euh, les, euh, les auteurs de crimes et délits, le fait de payer tout ce qui est juge, etc., les procès, ça coûte de l'argent, et ensuite de les mettre en prison, ça coûte de l'argent. Donc, le fait de ce livre, ça va être de pouvoir justement quantifier. Donc, on serait à plus de 95 milliards d'euros. Voilà ce que ça coûte en bref. Je pense qu'il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour se rendre compte que le problème, ce sont les hommes en général, pas tous les hommes, mais pratiquement toujours des hommes. Hein. Il n'y a qu'à voir tout ce qui est pédocriminalité, violence faite. Les violences sexistes et sexuelles sont essentiellement masculines, n'est-ce pas? Voilà, donc en bref, c'est un résumé très rapide. J'aurais pu le faire sans les chiffres. Là, l'avantage, c'est qu'il y a les chiffres. Après, ce sont des calculs de l'autrice. Je ne pourrais pas dire s'ils sont bons ou pas, mais toujours est-il que voilà. Après, elle dit bien que certaines choses, elle n'a pas pu calculer parce que c'est pas genré. On va parler par rapport au crime et au délit de certaines choses, tout ce qui est fraude, etc. Ce n'est pas genré, donc il y a des choses où elle ne peut pas vraiment calculer par rapport à ça, puisque ce n'est pas quantifié comme ça. Voilà, en très bref. Mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur ce livre, en fait. Sur le sujet, il y en a beaucoup plus de choses à dire, mais c'est peut-être pas le moment. Hello! Alors, nous sommes mercredi 22 juillet. Il était temps que je chronique ce livre que j'ai fini dimanche dernier. Il s'appelle Quand dansent les oiseaux de Murata Kiyoko. En fait, on va y suivre l'arrivée de Umiko sur l'île. Est-ce qu'on donne le nom de l'île? Je ne sais plus. En fait, c'est un chapelet d'îles au large du Japon. Umiko arrive sur l'une d'elles où sa mère et une de ses voisines sont les deux dernières habitantes de l'île. Certaines îles autour sont désertes, donc il y a des risques. Donc on va suivre Umiko, qui a 50-60 ans, sa mère, Yosan, et la voisine, non, quelque chose. Elle va également y rencontrer le bécassin. C'est un type qui travaille pour la mairie, qui fait des maraudes, je ne sais pas si on peut dire ça, sur les différentes îles pour voir ce qui se passe, etc. Faire comme si les îles, pardon, n'étaient pas désertes pour éviter justement qu'il y ait des migrants. Je suis pas sûre comment ça fait. Voilà, c'est au large du Japon, donc il y a aussi une histoire avec la Chine, des choses comme ça. Ah, je trouve plus le terme. C'est pas migrant. Est-ce que c'est marqué? Bon, bref. Umiko voudrait décider sa mère de la suivre ailleurs. Chez elle, dans la montagne. Sauf que sa mère et donc leur voisine, sa meilleure amie, ne comptent pas quitter l'île. Ce sont des plongeuses. Les îles étaient surtout des villes. Oh, j'ai du mal avec les villes. Avec des habitants. Les hommes étaient marins et les femmes étaient plongeuses. Donc il y avait tout l'univers de la pêche. Ce qui était aussi pêché au fond avec les ormeaux notamment, qui coûtaient très cher. Et donc ces deux femmes, malgré leur âge, plus de 80 ans et il y en a une qui a 92 ans, si je ne me trompe pas, continuent de plonger. Mais il y a aussi donc tout cet univers autour de ça, le fait de plonger, l'univers des marins, ceux qui sont morts en mer, et du coup les croyances qu'il y a autour de tout ça, notamment que on pouvait se transformer en oiseau à sa mort. Voilà, c'était très poétique. J'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans l'histoire, parce que je ne connais pas du tout l'histoire du Japon. C'est aussi pour ça que je me suis dit, tiens, je vais faire partie du prix du lecteur, juste pour pouvoir lire ces livres. Bon, en soi, je pouvais les lire, mais les livres sont mis en avant pour le prix du lecteur. Et du coup, je pense qu'ils ne sont pas empruntables par les autres usagers de la bibliothèque pendant le temps du prix des lecteurs. J'ai trouvé ça très poétique. Après, l'histoire n'a pas transcendé, mais j'ai trouvé ça joli. J'ai envie d'en apprendre aussi plus sur les traditions japonaises et notamment de ces îles, de cet archipel. Voilà, c'était une bonne lecture. Je ne m'attendais pas à ça. En fait, je ne m'attendais à rien. En fait,
Je l'ai pris sans lire la 4e de couverture, puisqu'il fait partie du prix des lecteurs. Et je trouve que c'est une agréable surprise. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres livres écrits par cette femme. Blablabla. Oui, La Voix de l'eau, Le Chaudron, Rhapsodie en doute. Ouais. Hello! Alors nous voilà le mardi 28 juillet, donc je pense que ce sera ma dernière lecture du mois. Même si j'en ai commencé une lecture finie en tout cas, avec Melissa d'Acosta, La Doublure. Alors, avant de donner mon avis, je vais lire le résumé qui est derrière. Je pense que ce sera plus simple. Donc, une jeune femme fragile en quête d'un nouveau départ. Ça, c'est Evie. Un couple magnétique, Clara et Pierre. Magnétique et fascinant, prêt à lui ouvrir les portes de son monde doré. Un trio pris au piège d'un jeu cruel et d'une dépendance fatale. Dans ce roman sombre et envoûtant, Melissa d'Acosta explore à travers le récit d'une relation toxique la face obscure de l'âme humaine et les méandres du désir. Après les succès de Tout le bleu du ciel, Des lendemains ou encore de Je revenais des autres, livre aux 2 millions de lecteurs, l'écrivaine révèle une nouvelle facette de son talent. Alors, autant j'ai beaucoup aimé Tout le bleu du ciel, autant La doublure, pas vraiment. Je suis un petit peu à contre-courant de tout ce que j'ai pu entendre. Alors, c'est un livre intéressant, oui. Donc, effectivement, on va suivre Evie. Evie qui est en couple avec Jean. Jean est marin, donc elle l'attend pendant 8 mois et ils sont ensemble que 4 mois dans l'année. Donc, pendant 8 mois, elle travaille. Elle a fait différents boulots et quand on la rencontre, nous, elle travaille dans une supérette de station-service. Je sais plus. Voilà. Jean est rentré et en fait, Jean profite d'elle sexuellement parlant, on va dire. C'est une présence de quand il revient. Et pendant ce temps-là, ils vivent chez Irène, la mère de Jean, qui a pris un peu Evie comme la fille qu'elle n'a pas eue. Jusqu'à ce qu'en fait, Jean lui déclare que eh bien, il s'en va vivre à l'autre bout du monde, mais sans elle. Voilà. Du coup, elle décide de chercher un autre emploi et elle prend, donc elle est à Marseille, et elle prend son CV et elle va sur le port et elle propose ses services sur les yachts. Elle se prend plusieurs refus jusqu'à ce que Pierre la remarque et lui donne rendez-vous pour le lendemain. Elle va être embauchée, on va aller plus vite, j'ai du mal à me mettre correctement. Elle va être embauchée par Pierre et Clara, surtout Clara qui est peintre assez particulière en termes de peinture, ce qui s'appelle le romantisme noir. Alors, j'ai pas été vérifier si ça existe réellement. Par contre, j'ai regardé un petit peu les peintures dont parle le livre, dont celle-ci, qui est Lilith. Bref, j'ai découvert des choses sur Ève, Lilith, Adam, Satan, tout ça. C'était pas inintéressant. Après, c'est pas le truc principal, mais c'était pas inintéressant. Mais personnellement, je n'ai pas aimé. On parle de relations toxiques, c'est même plus de la relation toxique. Pour moi, c'est de la perversité, de la perversion, de la manipulation, autant physique que psychologique. Notre brave Evie arrive là, elle sait pas trop ce qu'elle va faire. Elle doit être l'assistante de Clara. Et comme le nom l'indique, en fait, elle va lui servir de doublure. Parce que Clara, elle, ce qui l'intéresse, c'est faire de la peinture, mais ne pas entrer en contact avec les gens, ni la presse. Elle veut pas faire les expositions, quoi. Elle veut pas faire les expositions d'elle-même, si, mais elle veut pas apparaître pour présenter son œuvre, etc. Evie ayant une légère ressemblance avec Clara, c'est donc Evie qui va servir de doublure à Calypso Montant, si je me souviens bien, qui est le nom de peintre. Histoire de garder un petit peu l'anonymat de cette peintre. Ça pourrait s'arrêter là. Tout pourrait être pour le mieux pour cette histoire, ça entend là. Sauf qu'effectivement, pour moi, derrière, il y a tout ce qui est perversion, limite du sadisme, où il y a un vrai jeu de manipulation de Clara sur Pierre, de Clara sur Evie, de Pierre sur Evie. Voilà, on va apprendre certaines choses. C'est un couple libre, mais dans certaines conditions, certaines circonstances. Et de là, en fait, il va se passer plein de choses pour Evie. Je peux pas aller plus loin parce que ce serait spoilé,
mais j'ai pas aimé en fait. Je trouvais que c'était assez malaisant cette relation, ce trio. Pour moi, c'est un trio infernal en fait, qui, euh, qui engendre que du malheur, à mon sens. Et moi, c'est pas ce que je cherche dans une lecture. Donc, la malaisance dans un thriller psychologique, par exemple, bon, ok, parce que ça rentre dans le thriller et encore. Mais là, pour moi, c'était vraiment trop malaisant. J'ai du mal à regarder, parce qu'en fait, je suis dans la pénombre. Je peux t'ouvrir un peu plus le rideau. Mais voilà, j'ai pas aimé. Après, ça se lit très bien, c'est très bien écrit, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est vraiment l'histoire de ce trio qui m'a gênée. Il y a des conséquences à certains actes qui m'ont déplu. Euh, ouais, je sais pas quoi dire d'autre sans spoiler, mais je trouve que ça va très très loin en fait dans la relation, et pas dans le bien. Quand je dis c'est vraiment, quand je parle de sadisme, ils en parlent à un moment dans le livre, mais pour moi c'est vraiment ça, c'est vraiment de la perversion, c'est pousser les gens dans le mal, voir jusqu'où ils peuvent aller, et ouais, non, ça, voilà, j'ai pas mis. Je verrai si j'ai fini avant la fin du mois. Le livre suivant. Hey, coucou, alors nous voilà pour le dernier jour du mois, donc on est vendredi 31 juillet. Et j'ai fini le livre de Tom Felton, Confession d'un sorcier, par-delà la magie. J'ai beaucoup aimé. Je peux t'enlever mon post-it. Il reparle de toutes ses expériences, pas forcément que de Drago Malfoy, hein. De ses autres expériences en tant qu'acteur, comment il a vécu, comment c'était avec sa famille, et notamment, comment dire, de ses déboires avec l'alcool aussi. Après, il parle aussi de maladie mentale, mais sans nommer, donc du coup je ne sais pas. A priori, dans sa famille, il y a une maladie mentale qui les touche, et il nomme pas, donc je sais pas, je n'y connais pas. Il s'attarde pas trop dessus, voilà, il en parle mais sans dire ce que c'est. Par contre, si vous n'avez pas lu ou vu les films Harry Potter, ça spoil quand même un petit peu beaucoup. Mais non, j'ai beaucoup aimé. Il a un certain sens de l'humour. Donc voilà, je recommande. J'ai pas grand chose à dire dessus, puisque du coup c'est une autobiographie, donc c'est un peu compliqué. Je trouve toujours que c'est compliqué de parler d'autobiographie, donc c'est à lire. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu les livres que j'ai présentés pendant tout ce mois, si vous avez des recommandations à me faire, et puis à bientôt.